Bon, ben merci, Mercieux. Merci, mais j'ai perdu 5 minutes grâce à vous. Donc, il me reste exactement 20 minutes pour chauffer la salle avant l'arrivée du président Alain Rousset. Merci de me laisser un peu la place sur quelque chose de plus opérationnel, sachant que le campus est opérationnel. Et je voudrais aussi vous expliquer un peu la complexité, mais vous devez le savoir, de l'écosystème en France. Et donc, je vais commencer sur cette première slide sur vous dire qu'on est représentant régional du campus national. Donc, c'est un des acteurs. Et je vais essayer de vous présenter tous les acteurs pour arriver au final sur les chiffres qui sont aujourd'hui des chiffres opérationnels, sans analyse et sans prétention. Donc, je vais vous présenter ça sur la fin. Deuxième chose, on a souhaité en Nouvelle-Aquitaine, et c'est une particularité, d'avoir sur chaque département des centres de ressources cyber qui vont être nos relais locaux, parce qu'en fait, on croit fortement à la présence et à la proximité, et qui auront potentiellement un rôle dans également la réponse à incidents. Puisqu'on se rend compte que les acteurs, on parle ici de petites entreprises, de petites collectivités, et je rappelle également d'associations à portée nationale, vont vers des gens qu'ils connaissent déjà, soit leur assureur, soit la société du coin, soit la CCI parce qu'ils se sont rencontrés lors d'une sensibilisation, etc., etc. Et donc, on espère beaucoup sur cette présence locale qui va fluidifier et améliorer la vision qu'on aura d'incidentologie sur la Nouvelle-Aquitaine. Je ne reviendrai pas, Guy l'a présenté, le campus régional. Il faut juste savoir une chose, c'est qu'en Nouvelle-Aquitaine, c'est une particularité, le centre de réponse à incidents est intégré dans le campus, ce qui n'est pas le cas dans les autres. Donc ça a des avantages, ça a des inconvénients. C'est-à-dire que dans les autres CSIRT, enfin les autres centres de réponse à incidents, les gens font exclusivement ça. Nous, on a la chance, alors c'est une chance et une malchance, de pouvoir faire plein de choses à côté, mais on a également une contrainte assez forte sur la réponse à incident. Je vais également vous parler rapidement, alors, je vais vous passer rapidement des slides, je vous dis j'ai perdu 5 minutes. Il faut savoir qu'on a sur le territoire pas mal d'acteurs, on en a vu 2 ce matin, l'Agence nationale, je ne reviendrai pas dessus, la gendarmerie, on a parlé un petit peu de la police avec Paul Bousquet. On a la DGSI, je sais qu'ils sont dans la salle, une convention a été signée avec eux, la DRSD, donc dans le domaine de la défense, avec qui on a également signé une convention. Une dernière va être signée dans peu de temps, dans les prochains mois, avec la préfecture. Et donc tout ça, ça vous donne déjà un premier élément de l'écosystème cyber, pas qu'en région d'ailleurs, en France, de manière générale. Comme on l'a dit tout à l'heure à la table ronde, on a une chance en Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'on s'entend très très bien, même particulièrement bien entre toutes ces entités, et donc ça nous permet d'avoir des échanges assez fluides, ce qui n'est pas le cas dans les autres régions, je peux vous le dire, puisqu'on a des réunions régulières avec les autres CSIRT, et ce n'est pas du tout pareil dans les autres régions. Les autres acteurs, vous les avez là, je ne vais pas les passer. Des acteurs importants pour nous, ce sont les membres du campus. Je rappelle que les membres du campus, les membres actifs, donc là je vous en ai donné quelques-uns, 1500 experts nous fournissent 1% de leur temps de travail pour des projets, alors pas pour le CSIRT, mais pour des projets qui vont aider le CSIRT pour faire de la réponse à incident. Les piliers d'action, je rappelle simplement pour remettre dans le contexte, il y en avait 3 qui sont sortis de la feuille de route de la région, donc les 3 derniers, et puis la région a souhaité, avec Guy comme moteur, y intégrer également la partie opération qui, je vous le rappelle, c'est le million qui a été donné par l'Agence nationale à 12 des 13 régions françaises pour mettre en place ce fameux centre de réponse à incident. Juste pour remettre également dans le contexte, donc 13 régions, 12 CSIRT. Je crois qu'on est le 5e à avoir ouvert. Le premier, c'était en mai 2022, c'est la Normandie, qui a essuyé des plâtres et qui nous a permis de réagir de manière par rapport à ce qu'ils avaient fait comme erreur. Ça, c'est pas moi. Bon, je vais continuer. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, chaque région a pu implémenter de manière différente et a pu raccrocher le CSIRT dans des entités déjà existantes ou pas. Je rappelle que nous, en Nouvelle-Aquitaine, on est parti from scratch. On ne s'est pas raccroché à une agence existante, on ne s'est pas rajouté un service de la région, ni de l'ADI, enfin de l'Agence de développement et d'innovation. On a créé une association
qui est né en mai 2022 avec une opérationnalité du CSIRT qui a été rappelée par Mathieu Azouar tout à l'heure en avril 2023. Ça a été annoncé lors du Forum international de cybersécurité à Lille. Et puis, je voulais également, encore une fois, pour vous remettre dans le contexte global, et souvent on le voit peut-être, enfin souvent, on l'a vu dans la presse ces derniers temps, il ne faut pas oublier les CERT métiers. Je parle par là le CERT santé, le CERT maritime, le CERT aviation, et j'en passe des meilleurs. Les CERT privés, avec lesquels on peut également avoir des interactions. Cybermalveillance, donc le GIP ACIMA. Donc vous voyez qu'il y a une multitude d'acteurs aujourd'hui qui font, ou pas d'ailleurs, de la réponse à incident. Je parle de ça parce qu'on a parlé beaucoup à la table ronde d'échange d'informations. C'est primordial. Et donc, aujourd'hui, on a... Alors, je vais vous passer rapidement celui-là. Hein, c'est un beau travail qu'a fait Guy, donc je voulais le remettre là. Mais en gros, on partirait du diagnostic pour avoir une vision des personnes, enfin des entreprises et des collectivités qui seraient susceptibles de nous appeler en cas d'attaque ou de doute, d'ailleurs. On va faire tout ça de manière gratuite avec une recherche de vulnérabilité. On a la chance d'avoir, comme je vous l'ai dit, 125 membres qui nous mettent à disposition des outils, donc qui permettent à une PME, et donc je vous le dis haut et fort là, à une PME, une collectivité, d'avoir une vision de leur vulnérabilité. Même chose sur la recherche de compromission. On est en train de terminer le développement d'un outil qui va vous dire oui, il y a des indices de compromission chez vous, passés ou présents. Donc ça permet d'avoir un petit peu un niveau de gravité. Bon, des formations. Formations, j'en donnerai qu'une. Et ça, c'est un vœu qu'on a au campus. C'est de pouvoir avoir aujourd'hui un correspondant dans chaque entreprise et collectivité qui parle un tout petit peu cybersécurité. Je rappelle, aujourd'hui, c'est un maire, secrétaire de mairie, un chef d'une entreprise qui, lui, fait voler des parachutes dans un tunnel ascensionnel. La cyber, il ne sait rien. Donc on n'est pas en phase de société où il y a un DSI, un RSSI. Donc il nous faut quelqu'un qui puisse comprendre ce que c'est une vulnérabilité quand on les appelle, qui sache comment nous appeler et puis dire oui, effectivement, on fait quelques sensibilisations. Il rencontre ce référent on a appelé ça un référent cyber, va rencontrer le maire, il va lui donner tiens, tu as vu que dans la mairie à côté, ils ont eu tel problème avec un mail, etc., etc. Juste que à tout moment, enfin en tout cas de manière régulière, ils aient cette notion de cyber et qu'ils l'aient en tête. Le maire, hein, je rappelle, il a l'inondation, il a l'incendie, enfin bref. Donc il faut qu'il ait de temps en temps quelques stimuli qui lui permettent d'avoir ces informations. Pardon. Une partie également, donc Guy en a parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais sur le recrutement. L'accompagnement, donc là on a mis à disposition un catalogue qui référencie donc tout ce qui est fait sur le territoire néo-aquitain et qui permet de répondre aussi bien à de la sensibilisation qu'à des outils opérationnels de sécurité. Un vrai travail qu'on a aujourd'hui, c'est de mettre en place un système, une mallette de crise en fait. On se dit qu'une petite entreprise qui a plus d'informatique, hein, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, eh bien au moins on peut lui fournir un ordinateur, une connexion 4G. Il ne va pas redémarrer son travail, hein. Clairement, son outil industriel sera toujours en rade, mais au moins il aura quelque chose qui permettra de communiquer, faire le dépôt de plainte, faire plein de choses. Potentiellement de pouvoir héberger un mini-site web pour expliquer ce qui se passe et puis avertir ses sous-traitants et ses donneurs d'ordre qu'il y a un sujet chez lui. La détection, une fois qu'on aura ce genre d'équipement sur le territoire, on pourra avoir un système d'événements normalisés. On est en train de déployer, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais déployer des sondes pour avoir des événements qui soient normalisés et qui nous permettent de détecter des choses. Et puis l'anticipation, ça... je crois qu'on en a un petit peu parlé ce matin. Aujourd'hui, on fait beaucoup de veille sur, ici c'est Mathieu qui en a parlé, sur l'endroit où il ne s'est pas allé malgré qu'il ait fait MathMeca, en gros le dark web, et on va regarder un peu ce qui se passe sur le dark web, comment on parle de nos entreprises, de nos collectivités. Alors moi, je n'ai pas la prétention de savoir faire ça sur la Nouvelle-Aquitaine, je le fais parce que c'est la langue française, donc vous vous rendez bien compte que je récupère des informations qui sont pour d'autres régions, voire d'autres certes métiers, et donc il y a un vrai besoin d'échange. Et aujourd'hui, vous allez voir dans les statistiques, on a plus de flux sortants que de flux entrants. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, chez nous, on n'a pas appelé ça le CSIRT, parce que le CSIRT, déjà, on n'est pas un vrai CSIRT. Si vous regardez la définition du CERT, CSIRT, vous allez voir que ça fait plein de choses. On est beaucoup moins que ça. On va rester très humble. Ce que l'on fait, c'est on a un centre d'appel, numéro vert, gratuit. Donc, on répond à tout le monde, particulier inclus. Même si ça ne rentre pas chez nous, notre but, après, c'est d'orienter. Mais on ne les laisse pas sur le bord de la route. 2, on qualifie l'incident avec quelqu'un qui, déjà l'informatique, il a un peu de mal. Je vous
parle pas de la cyber. Donc je donne toujours le même exemple. Est-ce que c'est une fibre qui a été coupée dans la rue? Est-ce que c'est une attaque sur le système d'information? D'ailleurs, où est votre système d'information? Rien que ça, déjà, c'est une complexité. D'où le développement aujourd'hui d'un outil pour faire la découverte et, on va dire, une cartographie du SI de la victime. 3, on incite fortement à déposer plainte et systématiquement à faire un signalement à la CNIL, puisqu'on le sait aujourd'hui, la plupart des attaques, il y a exfiltration de données. Donc de toute façon, il y a besoin d'avoir ce travail qui soit fait. Et derrière, on met en relation avec 3 entreprises du territoire qui font de la réponse à incident. Donc là, c'est assez simple. Hein. J'appelle les 300. Enfin, nous sommes 3 au centre de réponse à incident. Nous appelons 3 entreprises. On leur dit, est-ce que voilà, c'est quelqu'un qui est dans le domaine du bois, qui est à 50 km de chez vous, qui a tel type d'attaque? Est-ce que vous êtes disponible pour intervenir? Oui, oui, oui. On a les 3 entreprises. On envoie sur le mail personnel de la victime, parce que généralement son mail professionnel est corrompu, le nom des 3 sociétés. Et puis là, les sociétés font leur travail de réponse à incident. Dernière chose, 3 mois après la date de l'incident, on rappelle l'entreprise pour faire un bilan. Il y a des chiffres qui ont été donnés tout à l'heure. Alors, ça a été, si vous avez regardé la presse ces dernières semaines, ça a été remis en cause par un journaliste. Les fameux 60% des entreprises, des petites entreprises dont les données ont été touchées, qui déposent le bilan dans l'année qui suit. Je n'aurai pas cette prétention, j'en sais rien, c'est 60, 80, 20. En tout cas, nous, on l'a vécu. Il y a des entreprises qui disparaissent. Donc, on téléphone pour savoir, est-ce qu'elle est encore vivante? 2, est-ce qu'elle a encore besoin d'aide? Et est-ce qu'elle a mis en place des choses? Je vous rassure, ou je ne vous rassurerai pas d'ailleurs, la plupart me disent non, mon arme de sauvegarde, ça a redémarré, c'est bon. Bref. Et ils ont vécu un incident. Hein. Je ne parle même pas de ceux qui n'ont pas vécu d'incident. Donc, CSIRT ne veut rien dire, donc on a donné. Enfin, veut rien dire, si, ça veut dire quelque chose, mais en tout cas, ce n'est pas le niveau de ce que l'on fait. Donc, on a appelé ça, nous, le CRIC. Notre petite pub, c'est ne laisser personne au bord de l'autoroute. Donc, Centre de réponse à incidents cyber Nouvelle-Aquitaine, numéro vert. Et je rappelle nos bénéficiaires, PME, ETI, collectivités, établissements publics et associations à portée nationale. Ça, je vais vous le passer rapidement, on va gagner du temps. Juste pour vous dire, donc à gauche, c'est notre fiche réflexe, que ce que vous devez faire. C'est le petit formulaire qu'on fournit aux entreprises avant l'incident, bien sûr. Et puis à droite, vous avez un peu la gestion de réponse à incident. Vous voyez que c'est un peu complexe. Une des premières questions, une fois qu'on a eu l'entreprise ou la collectivité, est-ce que ça tombe chez nous? Si c'est un hôpital, voilà, CERT Santé, l'ANSSI potentiellement, etc., etc. Donc, c'est une société qui est à Strasbourg, on reroute vers le CSIR de Grand Est, etc., etc. Donc, un des premiers travaux, c'est le tri. Déjà savoir le niveau de la menace et puis vers qui rerouter. Et puis après, je vais vous passer tout ça, on va gagner un peu de temps. Truc normal, mise en relation et puis clôture de l'incident. Juste quelque chose d'important, on fait tous les 15 jours un point entre CSIRT régionaux, ça c'est important de le savoir. Donc on échange entre nous sur ce qu'on a vécu, comment on peut s'améliorer ensemble. Et on fait également un point tous les 15 jours avec l'Agence nationale pour leur donner une vision de l'incidentologie. Donc on fait un point, ce qu'on appelle un point situation, sur tous les événements de sécurité qu'on a pu rencontrer. Rentrons dans le concret. Alors, pour les chiffres, ça c'est un tableau de bord qui a été fait par Nicolas, qui est sûrement dans la salle et que je remercie. Donc là, je l'ai fixé un peu sur anticiper plutôt que réagir. Depuis août 2023, on a fait cette action d'aller sur le dark web principalement, mais pas que d'ailleurs. Sur les noms de domaine, on va ailleurs, mais c'est de la donnée publique, pour rechercher tout ce qui concerne la France déjà. Merci. Et donc, vous voyez qu'on a un vrai sujet sur la vulnérabilité de nos bénéficiaires, sur la partie OSINT, donc est-ce qu'on trouve des informations les concernant, et puis également une partie sur des outils que nous ont mis à disposition l'ANSSI sur la recherche de compromission. Donc je vais passer rapidement, il me reste 5 minutes. Hein. Donc sur les chiffres, alors reçus, vous avez compris, c'est ceux que les flux entrants, messagerie, téléphone, Internet ou message téléphonique, puisque en dehors des heures ouvrées, on peut laisser un message sur notre répondeur qui va directement créer un ticket et donner un niveau de gravité. Une des questions, hein, je vous la cache pas, c'est est-ce que votre activité est complètement arrêtée? C'est primordial pour les entreprises de savoir ça au départ, parce que c'est quand même assez catastrophique. Je rappelle que les incidents sont entre le vendredi 15h et généralement on nous appelle le lundi matin.
Bon, vous devez savoir pourquoi, il y a un week-end entre les deux, et donc voilà. Donc sur le reçu et l'émis, vous voyez que maintenant on a dépassé par rapport à ce que disait Mathieu tout à l'heure. Je vous le cacherai pas non plus, on le sait, hein, ça pour le coup on est conforme aux statistiques, c'est le rançongiciel qui sort en premier. La fraude énormément, beaucoup autour du vin, je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir des trucs intéressants du côté de la Nouvelle-Aquitaine, mais pas que, beaucoup de sujets autour de logiciels et de systèmes pas mis à jour. Et pas obligatoirement chez les petits. Des fois, c'est chez des gros hébergeurs, éditeurs de logiciels, etc., etc. Donc là, on a un vrai travail à faire de nettoyage. On est en train de voir pour lancer des programmes de bug bounty sur des applications métiers, avocats, dentistes, et je vous en passe. Sur les chiffres, on va passer rapidement, mais en gros, pour vous dire, hein, c'est 20 sollicitations par mois. Donc on est 3, hein, je vous le rappelle. On a 1,5 ETP qui travaille là-dessus. On n'est pas submergé d'appels, ce qui est clair. Ce qu'il faut comprendre, et c'est pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Ludovic Beaucampin, c'est que les gens, ils ne déclarent pas, quoi. Donc ce qu'ils ne font pas au niveau de la gendarmerie ou de la police, ils ne le font pas plus au niveau du campus, parce que peut-être qu'ils n'ont pas compris, parce que la honte, ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il n'y a pas cet automatisme, et c'est bien dommage. On a également un constat que je peux vous faire là, c'est on passe... Alors quand on les appelle et qu'on leur dit, vous savez que vos données vont être disponibles dans 2 jours sur le dark web, ah bon, mais comment vous savez ça? Vous m'espionnez? Enfin voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, donc l'étonnement, et la deuxième, la sidération. Et on a des gens en pleurs. Oui, vous comprenez, j'ai 45 employés, je ne sais même pas où les envoyer. Bref, des gens en pleurs. Donc on a vraiment un vrai travail également d'écoute. Je dis ça parce qu'en fait, on reroute souvent les particuliers sur cybermalveillance, d'ailleurs systématiquement sur cybermalveillance. Et là, il y a un vrai sujet sur le fait de pouvoir parler à quelqu'un. Et on sent qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de parler. Écrire sur un chat, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Sur la partie géographique, je vous l'ai mis là, c'est grosso merdo calé sur l'activité économique. Aussi peut-être la proximité de la Gironde, hein, qui fait qu'on est peut-être un peu plus connu que dans la Creuse. On a aujourd'hui un vrai sujet également de présence des entreprises qui font de la réponse à incident dans les départements qui sont un peu loin, dont la Creuse, mais pas que. C'est-à-dire que c'est assez concentré sur la Gironde, et donc pour faire intervenir des entreprises à Limoges, c'est des fois un peu plus compliqué. Je terminerai là-dessus sur la répartition. Donc je vous l'ai mis en bas, je vais vous laisser lire. Je vois que M. Rousset est arrivé, je lui ai laissé la place. Mais on a aujourd'hui plutôt en anticipation, donc ces fameux, je les appelle pour leur dire qu'il y a un problème chez eux, des entités privées, 12 publics, 5 associations, et en réaction, entités privées en premier également, 27 publics et 3 associations. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur l'état et les travaux qu'on a menés au CSIRT. Donc ce n'est pas 6 mois hein, que j'ai là, c'est 8 mois, puisque je l'ai pris hier, les stats. Et donc si vous avez, je ne sais pas, 1 ou 2 questions peut-être ? En fait, il y a eu des attaques de gens plutôt du côté de l'Inde, là-bas, qui ont défacé beaucoup de sites suite aux événements géopolitiques qu'il y a pu avoir. Et donc, ils ont mis des messages haineux sur beaucoup de sites. On en a en Nouvelle-Aquitaine. Ouais. On en a beaucoup détecté un chez un hébergeur. Et malheureusement, il utilise la même technologie partout. Et donc, tous les sites ont été... Donc, ça nous a fait monter les stats d'un seul coup. Mais c'était vraiment d'effacement de sites avec des messages haineux vers ce qui se passe dans les différents points sur la Terre. Et vous avez observé que les événements arrivent vraiment le vendredi soir? Ils sont déclarés le lundi matin ou ils sont déclarés le vendredi soir? Alors là, non, les événements arrivent effectivement entre le vendredi et le dimanche. Mais bien sûr, la remontée qui est faite par la victime, c'est principalement le lundi, c'est quand il arrive et qu'il démarre, qu'il veut cliquer sur un fichier et qu'on lui dit que le fichier n'existe plus ou qu'il n'a plus accès au fichier. Voilà, en règle générale, c'est ça. Okay. Bon. Oui, bien sûr. Ouais, ça, c'est important, ce que vient de dire Philippe. Je rappelle juste, on parlait du dépôt de plainte tout à l'heure, l'intérêt de la rapidité aussi, de déclarer soit au CSIRT, soit au service de police gendarmerie, et notamment sur les infractions de type faux ordre de virement,
escroquerie au président, toutes les infractions liées aux financiers. Parce que si dans les 48 heures, vous n'avez pas appelé la banque et les services de police gendarmerie, c'est très compliqué. D'ailleurs, c'est même plus possible de récupérer l'argent sur un faux ordre de virement. Alors que plus on s'y prend tôt, plus on déclenche les services de l'État et le CERT, plus derrière on peut activer des entités de type TRACFIN en insistant auprès de votre banque pour geler les transferts de fonds et puis faire ce qu'on appelle un recall pour pouvoir les récupérer derrière. Voilà. Très bien, donc je propose de clôturer cette présentation. Merci beaucoup Philippe.